Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous vous présenter personnellement votre parcours d'étudiant puis votre parcours professionnel? Oui, ça c'est intéressant. Enfin, brièvement, ça va être difficile parce que ça fait, je dirais, une trentaine d'années que j'œuvre dans le domaine des ressources humaines. Bon, le parcours, il est relativement simple. Je suis plutôt d'un profil technique, ingénieur. Et en fait, j'ai découvert à un moment donné que la ressource humaine était un sujet beaucoup plus intéressant que la matière classique. Et donc, j'ai créé un cabinet il y a maintenant une trentaine d'années et qui est installé au Canada, à Canada et France. Donc j'ai une double culture franco-canadienne. Mon parcours, j'ai complété ma formation technique par une formation de dirigeant de société, dirigeant d'entreprise, avec tout ce que ça implique. Sinon, pour la majorité du reste, c'est de l'apprentissage sur le tas, dans un domaine qui est le domaine de gestion de la stratégie humaine. Donc le cabinet a trois activités historiques qui sont le conseil, la formation et le recrutement, et trois autres activités qui sont venues depuis les années 2000 complétées, qui sont le coaching, le management de transition et la gestion de projet. Alors, comment, par votre intermédiaire, un jeune diplômé va pouvoir se faire recruter? Quel est le process? Alors, on va dire que le process, bon, d'abord il y en a un process qui s'appelle le process 5 qui se base sur 5 étapes successives qui chacune ont leur vertu. La première étape c'est chercher, donc c'est tout ce qui est définition du profil du poste, de ce qu'on attend d'un candidat et la communication. Donc pour voir comment le marché répond à une demande d'un client. Donc nous sommes d'abord payés par l'entreprise. Hein. Donc le candidat, lui, est notre ressource et sans lui, on ne peut pas facturer un honoraire. Donc on a aussi un intérêt à soigner le candidat. Soigner le candidat ne veut pas dire que l'on va le mettre dans une situation plus favorable, c'est au contraire, c'est le mettre dans la situation objective. Donc lorsqu'on reçoit les candidatures, on fait une analyse et on retient celles qui correspondent le mieux, qui sont proches du profil recherché. Tout ceci se fait en back-office. Ensuite, on fait une qualification, c'est-à-dire que l'on envoie un dossier au candidat pour qu'il valide certains éléments avec un questionnement très précis qui est identique pour tout le monde et qui nous permet d'avoir une vision précise des motivations, de l'expérience. On travaille, alors si on parle d'étudiants, on travaille sur trois critères qui sont le savoir, donc quel niveau d'études et de savoir ils ont atteint, le savoir-faire, ce qu'ils ont pu faire pendant les travaux pratiques, et puis les stages éventuels, et puis le savoir-être, c'est fondamental. Nous avons des outils pour définir les tempéraments des individus et donc leur adéquation à la recherche de l'entreprise. Une fois que tout ça c'est fait, on complète la qualification par des entretiens qui sont en général au téléphone pour s'assurer que l'on a bien compris le profil du candidat. Et puis ensuite, par un système de scoring, on retient une dizaine de candidats qui correspondent au mieux à la demande et on les rencontre individuellement. Donc cette rencontre individuelle, alors il peut y avoir aussi des rencontres collectives pour avoir des informations plus complètes. Donc ils ont une information sur l'entreprise et ils peuvent comme ça. Alors en général, la volonté c'est que ça dure le moins longtemps possible, donc ça dure 1 heure. Donc le collectif a un avantage, c'est que les gens peuvent choisir de venir ou pas venir, mais ils ont une vision aussi de la concurrence, c'est-à-dire des autres candidats. Et c'est très convivial, donc c'est une formule qui plaît très bien, parce qu'on se sent plus à l'aise dans un groupe face à un recruteur qu'en face à face individuel. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a encore un autre scoring et on présente aux bénéficiaires. Alors je précise qu'il y a deux contacts. On a le donneur d'ordre, celui qui va payer, en général c'est le responsable des ressources humaines ou le chef d'entreprise. Et puis on a le bénéficiaire, c'est celui qui va manager la ressource. Et ça, pour nous, c'est important qu'il soit présent à l'entretien de sélection finale. Donc le client choisit dans les 10 dossiers en fonction de ses affinités, en fonction des informations qu'on lui a communiquées et rencontre les deux. On demande 2 minimum, 4 maximum. Donc en général c'est 3, la moyenne c'est 3. Ça se passe en une demi-journée en notre compagnie et puis le client ensuite fait son analyse
et choisi. Voilà le processus. C'est un processus qui ne doit pas dépasser 4 semaines. Pour qu'entre le moment où on a communiqué la recherche d'emploi et le moment où il y a une décision de prise, il y ait le moins de temps possible, moins de perte de temps. À la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le candidat. Et puis nous sommes là aussi pour valoriser les atouts des candidats, mais aussi pour le réorienter si on considère qu'ils ont postulé à un emploi qui ne correspond pas à leur profil. Donc on a un rôle de conseil vis-à-vis des candidats. Ça c'est important. Pour éviter d'être noyé par des candidatures qui sont des candidatures, je dirais, de principe, les conseils qu'on peut donner. Enfin, ça, je pense que c'est une question que vous allez poser, mais le conseil qu'on donne à un candidat, c'est de sélectionner les entreprises, et de ne pas envoyer à tout va des centaines de CV, ça ne sert à rien. Eh ben, vous parlez de 4 semaines, alors est-ce que vraiment, il y a la première semaine, on reçoit les CV, enfin, Oui, il y a un comment ça se timing, oui. C'est timing 5 étapes, donc on peut considérer que si vous prenez des intervalles, 4 intervalles, automatiquement, la 4e semaine, c'est l'entretien de la décision se prend dans la 5e semaine. Donc on peut dire effectivement, la première semaine, on a communiqué, on traite les candidatures, la 2e semaine, on qualifie, la 3e, on sélectionne, la 4e, on présente. Et d'ailleurs, on fixe un calendrier avec le client en lui réservant au début de la mission une journée. C'est-à-dire qu'on lui dit, tel jour on vous présentera, vous aurez à rencontrer les candidats. Donc quand on rencontre des candidats et qu'on pense qu'ils sont conformes, on leur demande aussi de prévoir qu'ils peuvent être invités à venir voir le client à telle date. Donc tout est programmé et tout est timé dans le contrat avec le client. Et donc une personne qui répondrait à l'offre d'emploi, par exemple, qui trouverait sur Internet au bout d'une semaine et demie, c'est fini pour lui, ou il y a quand même de ses chances, ou vous retirez l'offre au bout d'une semaine, ou alors attendez, la question c'est si vous avez placé une offre publique oui. sur un site Internet, mais que la personne répond tardivement, c'est trop tard pour elle, ou enfin, il faut répondre dans les vraiment, en fait, une offre, faut répondre Oui, dans le alors, premier jour. c'est vrai que aujourd'hui on est dans la rapidité, Ouais. c'est-à-dire qu'on le constate lorsqu'on met une offre sur Internet, dans le quart d'heure qui suit, on a les premiers CV parce qu'il y a des moteurs de recherche et d'alerte. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui définissent un profil et qui demandent à être alertés quand une offre correspond à leur candidature. Donc c'est pas eux qui le font, c'est le système informatique qui le propose. Donc nous on reçoit des candidatures qui ont été identifiées, mais le candidat n'a pas forcément vu l'annonce. Hmm. Il faut savoir que la technologie maintenant le permet. Tout candidat peut s'inscrire et dire voilà mon profil, je cherche telle région, tel type de poste. Là. Et lorsqu'on met une annonce, et ben, dans le quart d'heure qui suit, on a 10, 15, 20 CV, ce qu'on appelle une candidathèque qui nous arrive. À ce moment-là, on prend contact avec les candidats qui sont surpris, ils disent mais pourtant j'ai pas répondu, mais on leur explique, bah, c'est parce que vous avez mis des alertes. Donc non, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, s'ils n'ont pas fait ça et si on a des candidatures tardives, on les regarde quand même. Mais c'est vrai qu'une annonce au-delà d'un mois, c'est un peu du réchauffé, normalement, hein, parce on est dans la. Il faut savoir qu'on est dans la précipitation. Les entreprises tardent à recruter et ne recrutent que quand elles n'ont plus le choix. Donc à chaque fois, il faut faire vite. Donc, on est obligé d'avoir un processus de rapidité. Avant, c'est vrai qu'on avait du temps, on disait, on a un budget, on a un plan, donc on avait disons 2 à 3 mois pour recruter. Maintenant, non, c'est presque à la limite, la semaine prochaine, vous présentez des candidats. Voilà, là, on est dans une logique d'extrême rapidité. Alors, je pense que l'extrême rapidité n'impose pas à ce que l'on fasse n'importe quoi. Donc nous, on maintient que c'est 4 semaines. C'est le plus court. Sauf si on a déjà un dossier, et encore. Même quand on a un dossier, on a on va dire des CVTech, mais j'aime pas trop ce nom, c'est des compétences au tech, hein, c'est notre expression, c'est-à-dire qu'on gère des compétences, mais on considère qu'au bout de 8 semaines, ces compétences ne sont plus disponibles, donc on ne gère plus vraiment de fichiers. Par contre, toute candidature qui est reçue est lue attentivement et
prise en compte. En fait, en clair, il faut être réactif aux offres qui paraissent sur Internet. Et puis, il ne peut pas négliger, alors le conseil qu'on peut donner aussi à des candidats qui seraient passés par notre processus, c'est d'utiliser tous les conseils qu'on leur a donnés, tous les éléments de notre processus pour se valoriser en candidature spontanée. Par la suite. Par la suite, bien sûr. Dire voilà, j'ai été dans un processus de recrutement d'un cabinet qui a estimé que, et je me permets de vous proposer ma candidature parce que ça correspond à un domaine dans lequel je m'épanouirai. Il faut faire référence à ce que le cabinet a apporté comme élément, soit dans les diagnostics personnels, soit dans les conseils en termes d'orientation professionnelle. Et donc, dans un premier temps, la lettre de motivation n'est pas si importante, c'est surtout le CV, si. Enfin, Il faut moi, qu'il y ait je suis partisan parce que les lettres de motivation, on a trop de banalité. On joue trop sur les conseils, hein, on a plein de journaux donnent des conseils, comment écrire une lettre de motivation. Alors reprendre des propos de gens qui ont un talent d'écriture, c'est plus crédible. Donc moi je suis pour un CV motivé, c'est-à-dire une page où vous avez votre identité, qu'on sache, qu'on puisse vous joindre, qu'on voit qui vous êtes. Donc ne pas, je suis contre le CV anonyme parce que ça ne sert à rien. Vous êtes comme vous êtes, hein, vous avez un physique, vous êtes d'une origine ethnique, bon bah il y a de la discrimination certes, mais il faut que vous démontriez que vous êtes quelqu'un d'attractif. Donc il faut, pour moi, lorsque un cabinet, enfin je ne vais pas parler pour les autres, mais nous on essaie toujours d'avoir derrière l'identité réelle des personnes pour pouvoir la valoriser et non pas dire parce que vous habitez dans un quartier qui est réputé chaud qu'on va pas vous recruter. Non, vous voulez en sortir, donc c'est l'emploi qui va vous permettre d'en sortir. Donc on est sur des valeurs qui sont des valeurs, je dirais, de respect et de transparence. Bon, lorsque vous faites un CV anonyme, à un moment donné, on va bien finir par vous avoir au téléphone, par vous voir. Donc, si vous êtes en face de gens qui sont discriminants, ils vont vous discriminer. Et donc, vous perdez du temps. Alors, autant qu'ils vous discriminent tout de suite et que vous démontriez après que vous avez été discriminé, mais bon, autant travailler avec des gens qui ont envie de vous et de pas imposer à ceux qui n'ont pas envie pour X raisons. C'est vrai que la discrimination est quelque chose d'insupportable. Bon, nous ne discriminons pas du tout, au contraire, nous valorisons et nous luttons vis-à-vis des clients contre. Alors la discrimination, elle n'est pas que raciale, elle n'est pas que sociale, elle est aussi liée à l'âge. Aujourd'hui, l'âge idéal, c'est l'âge du Christ, hein, 33 ans. Voilà, à 33 ans, vous êtes employable. Avant, vous êtes trop jeune, après, vous êtes trop vieux. Et l'euthanasie professionnelle commence à 40 ans. Donc, non, nous, on lutte contre ça. Tout individu a du potentiel. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est un bon CV, c'est une bonne identification, qu'on puisse vous joindre rapidement, qu'on voit qui vous êtes. Une partie réservée à votre ambition, c'est pourquoi vous avez suivi ces études et qu'est-ce qui vous motive dans la vie et quel parcours professionnel vous souhaitez. Et un déroulé de votre parcours de formation, en commençant par le plus récent, qui met en avant ce que vous avez appris et ce que vous avez tiré comme valeur ajoutée. Et puis tout ce qui est lié à l'extra-professionnel, c'est-à-dire les passions sont toujours intéressantes à mettre. Vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui va comprendre qu'être passionné de vélo ou de sport extrême, ça dénote un certain tempérament. D'accord. Et vous parliez de vos instruments aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu vos techniques? Bien sûr. Écoutez, la technique elle est relativement simple. On a un diagnostic qui s'appelle Chroma Concept. Alors Chroma Concept, c'est par rapport à 5 comportements, 5 typologies, on arrive à identifier le positionnement de chacun. Donc ça, c'est les couleurs ont une signification. Le rouge, c'est le dynamisme. Le jaune, c'est le soleil, c'est l'ambition. Le bleu, c'est l'eau, le ciel, la profondeur, c'est le calme, c'est le côté réservé. Le vert, c'est la convivialité. Et le gris, le gris, c'est une couleur compatible avec tous. C'est le diplomate, c'est celui qui va se fondre dans une communauté et répondre. Mais c'est aussi des comportements, donc on a tous un dominant, une rechange et un rejet. Donc on a tous une façon de se comporter spontanément, sans réfléchir,
Lorsqu'on est confronté à une relation un peu difficile, on a une situation de rejet de l'autre, ou donc ce qui nous amène à changer de comportement. Et si on change de comportement, on est dans le comportement dit de rechange. Et nous-mêmes, nous avons des rejets vis-à-vis des autres. C'est-à-dire des comportements qu'on ne supporte pas. Alors par exemple, quelqu'un qui est plutôt tendance vert, donc ça va être un convivial, sympathique, il n'aime pas les gens autoritaires. Donc il va rejeter le rouge. Et le rouge, il n'aime pas les verts, il les trouve trop gentils, trop bonhommes. Et puis le bleu, il ne veut pas prendre de risques, il veut le calme, la tranquillité. Ben, les ambitieux, puisque le jaune c'est la couleur de l'ambition, et ben, les ambitieux lui font peur. Et inversement, l'ambitieux, ben, il va dire le bleu c'est un fonctionnaire, c'est un gars qui ne prend pas de risques. Et chacun a des... C'est là qu'on dit que la discrimination, elle existe de toute façon partout. Elle n'est pas seulement au sens purement ethnique, racial ou de statut de sexe, elle est aussi dans les comportements. Il y a des comportements qui ne sont pas acceptés dans certaines entreprises. Alors les profils, ben, un ingénieur, on va lui demander d'être tenace, réfléchi. Un commercial, on va lui demander aussi d'avoir des valeurs je dirais d'opiniâtreté. Alors après, il y a des entreprises qui développent plus ou moins voilà, la capacité des gens Et donc, à... en quoi ça va intervenir dans le process? Alors ça intervient dans la phase de sélection finale, où on fait une identification comportementale. Alors c'est du comportemental, ce qui permet de voir l'adéquation du candidat à la structure, c'est-à-dire aux valeurs de l'entreprise, et aussi à l'adéquation avec le manager qui va bien comprendre à qui il a affaire. C'est une projection. On est capable avec ce diagnostic de projeter le candidat dans l'organisation et de dire comment il va se comporter face aux situations. Et systématiquement, le candidat reçoit son résultat, lui est commenté, et on lui dégage ses points forts, ses points faibles. Et on lui donne les conseils pour améliorer. Le comportement, on peut le changer. Le tempérament, on ne peut pas. Donc le comportement, on peut dire, bah, à un moment donné, vous pourrez réduire un petit peu votre côté agressif ou le côté un peu trop dynamique en écoutant les autres. Donc on lui donne des conseils et en se rapprochant de ces styles d'opposés. Pour le client, bah, ça lui permet de comprendre si le candidat sera en adéquation avec son environnement, donc les équipes et les autres. Voilà. Donc c'est un outil qui est très intéressant, qui est très fiable, qui a été jugé comme pertinent par les candidats eux-mêmes. C'est issu de questions C'est un précises. questionnaire, donc c'est un questionnaire de 90 alternatives qui permet de restituer un résultat individualisé avec bah, les scorings qu'on a dans les différents comportements. Que vous avez créé vous-même? Oui, ça fait 25 ans qu'il existe et qui a été éprouvé. Au départ, c'était un outil de formation pour apprendre à des managers et à des commerciaux à gérer la relation avec les autres. Et ensuite, ça a été tellement apprécié dans les formations que les gens ont voulu l'utiliser comme outil de recrutement. Et donc, très vite, on l'a intégré dans nos outils de recrutement. Et aujourd'hui, j'allais dire, il fait par entière, c'est un outil incontournable et qui est très apprécié. Je peux dire, c'est pas nous qui le disons, mais les candidats, même les plus expérimentés en matière de recrutement, qui ont vécu, hein, des cadres dirigeants, qui ont vécu beaucoup de process de recrutement, sont stupéfaits et ils l'apprécient énormément. Alors pour les jeunes diplômés, c'est un atout parce qu'avec ça, on va valoriser leur potentiel. Et donc on va leur donner tous les moyens de se valoriser. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le client comprenne qu'il va investir dans quelqu'un qui a des ressources. Et tout le monde a du potentiel. C'est pas discriminant ce diagnostic. Simplement, ça évite de commettre des erreurs. Voilà. Alors, vous parliez de discrimination et nous, on s'intéresse beaucoup aux personnes qui ont fait une thèse de doctorat. Oui. Est-ce que vous avez vu de tels profils dans votre carrière, des recrutements? Bah, en général, bon, on va dire que 99% des recrutements que nous gérons sont des recrutements très opérationnels, avec des profils qui sont des profils soit techniques, d'ingénieurs, sont assez rares. Enfin, notre cabinet est plutôt spécialisé dans tout ce qui est management et ressources commerciales, mais on peut être amené à gérer des profils différents.
J'avoue qu'on n'a pas vraiment eu à gérer ce genre de profil, mais Vous ne recevez pas des CV on de reçoit, si, docteurs? on reçoit des CV, mais on n'a pas l'offre en face. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des filières qui s'autogèrent et qui se développent dans des relations, des relations, on va dire des niches. Hein, ce sont les niches. Le doctorat, c'est pas très demandé. Vous voyez rarement des annonces sur Internet où on demande un docteur dans tel ou tel domaine. Et ils peuvent pas aller dans un autre domaine, enfin je veux dire travailler dans le management, même s'ils ont fait de Si, la recherche. bien sûr, mais si. Mais ça, c'est là que se situe le problème. Enfin, quand je dis le problème, c'est pas un mot négatif dans notre langage. C'est il faut pas rester ancré sur une voie ou une filière de la connaissance. La connaissance permet de développer une expérience, et cette expérience va prendre sa valeur avec un état d'être. C'est-à-dire que si l'individu a compris que ce qu'il sait faire peut servir à d'autres, il faut qu'il se valorise dans son être, dans son savoir-être. Et le savoir-être, c'est le changement c'est le comportement. Voilà, c'est Crobat. Et ça, jusqu'à présent, on a très peu de gens de ce profil qui viennent nous voir pour pouvoir valoriser ce fondement comportemental. Ils restent ancrés sur leur technicité. Hmm. Et la technicité n'est pas vendeur. Donc sur leur lettre de motivation, ils disent qu'ils veulent un profil scientifique, technique, Voilà, voilà. et non pas aller dans le management ou commercial, Voilà. la Alors après, communication. c'est un choix. S'ils veulent pas y aller, c'est leur choix. Mais parfois, je pense qu'il faudrait qu'ils ouvrent le spectre et qu'ils ne restent pas simplement ancrés dans ce qu'ils imaginent être leur champ d'intervention. Il faut s'ouvrir. Avec Chroma, on arrive à identifier les potentiels d'ouverture de son job. Moi personnellement, j'en suis le premier témoin. Au départ, je ne voyais que dans la technique et très vite, j'ai découvert que dans le commercial, on pouvait se réaliser. Donc, personne ne m'a fait de diagnostic pour me dire que j'avais, j'allais dire, un goût particulier à la créativité. Alors que la technique, c'était très basique. Hein. Donc j'ai d'ailleurs pris beaucoup de recul par rapport à la technique ou la technologie. Je suis plus dans la mise en relation d'expertise humaine. Donc c'est pas facile à comprendre, mais l'individu, il faut qu'il joue énormément sur son esprit créatif et critique. Il ne faut pas rester enfermé dans des dogmes qu'on a appris. Encore, on est dans la dégénérescence du savoir. Le savoir évolue par la découverte. Et la découverte n'est pas seulement elle n'est pas toujours enseignée, elle est dans l'expérience. L'expérience que je vous présente là de cabinet qui a 30 ans d'existence, ça s'est fait au fur et à mesure. On a découvert, par exemple, le diagnostic Chroma n'était pas un outil a priori que je voulais utiliser pour le recrutement parce que je le considérais comme plus un outil pédagogique. Et très vite, on s'est aperçu, les candidats eux-mêmes disaient mais c'est tout à fait moi, je me reconnais, et en plus, non seulement je me reconnais, mais je me comprends. Alors que il existe sur le marché des tests psycho très pointus, que d'ailleurs seuls des psychologues avertis peuvent commenter. Et moi je ne suis pas psychologue, on m'a interdit l'accès de ces outils, donc j'ai créé mon propre outil qui est à ma mesure, donc très pragmatique. Et il s'avère que c'est un outil fiable. J'ai pratiquement pas d'erreur de définition de comportement. C'est les candidats eux-mêmes qui se reconnaissent et qui disent en plus je comprends ce que vous me dites. Alors que quand vous avez un diagnostic psychologique, on va foncer du nez parce que la façon dont c'est exprimé ne valorise pas la compétence. Même dans un défaut peut devenir une qualité. Donc c'est important de sortir de cette dualité défaut-qualité. C'est un ensemble. Comme je dis souvent, on a les défauts de ses qualités. Un commercial, quand on dit à un client, vous allez chercher un commercial dynamique, quelqu'un qui a une vision stratégique de son marché, il aura comme défaut de pour être gestionnaire. Donc si vous lui passez votre temps à lui demander de faire des rapports de visite, il va s'ennuyer. Il ne le fera pas. Lui, ce qu'il voit, c'est le contact qu'il a avec le client. Donc son défaut devient
et issu d'une qualité. La qualité, un vendeur, on lui demande de vendre, donc d'aller voir du monde. Et si on lui demande de rendre compte de façon trop pressante, il va perdre sa motivation, donc il va perdre ce qu'il sait bien faire. Il ne va pas aller voir les clients avec bonne humeur. Donc il faut aussi gérer l'action plutôt que de gérer le résultat. Et vous disiez que vous a interdit l'accès Ah oui, oui, au... oui, oui. C'est-à-dire? Moi, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un cabinet, j'étais jeune consultant, et donc j'avais des clients qui me faisaient confiance et qui me demandaient de commenter les diagnostics qui étaient faits par le cabinet, donc par un psychologue professionnel, diplômé. Donc j'ai demandé au psychologue, je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer pour que je puisse moi faire les commentaires. Et la réponse était non, tu ne peux pas comprendre. Non, puis t'as pas le diplôme pour. D'accord. Et est-ce que vous pourriez parler, il nous reste 4 minutes, est-ce que vous pourriez parler de l'évolution du métier de recrutement? Oui. Alors l'évolution au niveau. Alors il faut savoir que je ne peux parler que du métier de recruteur, Cabinet de recrutement. cabinet de recrutement. Bon, l'évolution est très rapide, donc ce que je dis aujourd'hui risque de ne plus être vrai dans une semaine. Parce que ce qui a révolutionné le recrutement, c'est Internet, l'effet Internet. Mais l'effet Internet, il y a deux temps, l'effet Internet et ensuite l'effet des réseaux sociaux. Donc on considère que de connaître quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans son carnet d'adresse, c'est une garantie. Et je dis qu'aujourd'hui, on est en train de paupériser la relation. C'est-à-dire qu'on croit avoir des amis, mais on n'a pas d'amis. Parce que déjà dans les réseaux sociaux, tellement de choses ont été mises sur le réseau, notamment pour les jeunes. C'est une mise en garde. Attention, dévoiler sa vie intime peut se retourner contre vous. Et ça restera quand vous serez, si vous avez 25 ans aujourd'hui, que vous êtes un jeune diplômé d'école de commerce, quand vous aurez 20 ans de plus ou 30 ans de plus et que vous serez directeur commercial ou directeur général d'une grande entreprise, on vous ressortira vos photos de beuverie d'il y a 30 ans. Et donc je dis qu'aujourd'hui, tout ça devient, ce qui paraît être facilitant dans la relation, devient quelque chose de dangereux et donc de pénalisant. Donc je dis qu'il faut rester dans une logique de savoir ce qu'on est, de bien le présenter et de rester constant. Un candidat n'est pas là pour répondre qu'à des questions, il est là aussi pour en poser. Donc il faut absolument que tout candidat se prépare à des questionnements vis-à-vis du recruteur, vis-à-vis des entreprises, pour s'assurer que l'entreprise est conforme à si l'entreprise le mérite. Donc là, c'est ça. Donc, l'évolution du métier, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Je dirais demain, vous pouvez, par une relation indirecte, avoir une offre d'emploi, mais ce n'est pas pour ça que vous allez être employé. Et ce n'est pas pour ça que vous allez être bien employé. Donc, je pense que notre métier est en train de se paupériser, je dis bien, à la fois au sens primaire du terme, puisque économiquement, c'est très difficile d'avoir un modèle économique viable, mais aussi en termes de relationnel. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui se font de façon superficielle. Nous, notre démarche, elle est toujours systématique, de bien valoriser les compétences des candidats et de bien faire en sorte que l'entreprise définisse clairement son besoin. Et aujourd'hui, le raccourcissement des délais, c'est qu'on ne peut pas prévoir une carrière à 10 ans. C'est qu'est-ce que je vais faire cette année et l'année prochaine. Et déjà 3 ans, c'est bien. Les entreprises ne sont déjà pas capables de définir des budgets à 3 ans. Alors je ne vois pas comment elles peuvent vous garantir un emploi dans 3 ans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais Oui. ce qu'il faut favoriser, c'est la relation. Eh bien, merci. Je vous en prie.